Bon, ben, bonjour. L'intelligence me fait taire. Ben, bonjour à tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour la belle présentation. J'avais préparé un petit quelque chose pour vous dire qui j'étais, mais voilà, c'est fait. J'arrive ici en mode un peu atelier aujourd'hui. J'étais un peu ben, je suis encore un peu nerveuse, avouons-le, parce que je reconnais dans les noms là, plusieurs personnes qui savent déjà bien de quoi on va parler aujourd'hui. Puis, je suis en mode atelier parce que oui, j'en ai fait des chaînes de titres. Ça fait plusieurs années que j'en fais. Je me suis posé plein de questions, mais il reste toujours plein de choses à apprendre, en fait. Des expériences, fait que j'ai envie de partager des trucs, mais j'ai surtout, ben, surtout là, c'est un peu égoïste, mais j'ai quand même envie d'entendre vos trucs aussi à la fin de la présentation, voir avec vous les embûches que vous avez rencontrées. Je vais vous partager tout de suite la petite présentation que j'ai préparée. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Pour information aussi, euh, sachez que je pourrais rendre. Oui? Est-ce... C'est peut-être juste un micro là, qui n'est OK. pas fermé. Alors, je vous demanderai de fermer vos micros jusqu'à la période de questions, s'il vous plaît. Ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, pour ceux qui se posent la question, je pourrais vous transmettre via la MAC la présentation. J'ai inséré des liens, en fait, dans les diapositives là, pour faciliter la recherche. Donc, c'est toutes des choses que je pourrais vous remettre par la suite. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment faire une chaîne de titres. J'avais préparé une petite introduction pour l'usine à histoire. Ça a déjà bien été fait. Alors, on offre des services en histoire, patrimoine, muséologie à l'usine. Puis, souvent, on est appelé en fait à faire des chaînes de titres, que ce soit pour des recherches historiques, des études patrimoniales. On intervient parfois avec des archéologues aussi pour différents types d'études. Puis, on a toujours besoin de faire une étude de l'occupation. Puis, la chaîne de titres ou l'historique de propriété va souvent rentrer en ligne de compte. C'est une opération qu'on doit faire. Alors aujourd'hui, mes objectifs pour la présentation, j'aimerais ça explorer avec vous quelques avenues pour comprendre l'histoire des ventes successives d'une propriété immobilière. On va devoir se restreindre parce que c'est quand même très, très court, 45 minutes. Donc, on va essayer de garder un fil conducteur, puis forcément, on doit laisser des choses de côté, mais ça donne un beau programme de conférences pour les prochaines années pour l'APMAC si jamais il y a des envies. J'aimerais vous présenter les principaux outils, méthodes de recherche à partir de mon expérience, puis vous partager quelques trucs aussi que j'ai développés là, au fil du temps. Alors, comme le nom l'indique, une chaîne de titres, ben, c'est faire une chaîne, c'est remonter d'acte en acte, du plus récent jusqu'au plus ancien pour retrouver éventuellement l'acte de concession d'une propriété ou un acte de vente original. Aujourd'hui, je vais parler principalement d'une démarche qui se fonde sur la recherche d'informations qui sont contenues dans les actes notariés, que ce soit des échanges, des ventes, pardon, ce qui est le plus courant, là, des donations, des échanges. C'est des documents qui vont concrétiser des transactions qui surviennent dans le domaine privé. Alors, c'est pas toutes les chaînes de titres, en fait, vont souvent inclure d'autres types d'actes que des actes de vente, de donation et d'échange. Mais aujourd'hui, comme c'est les plus courants, c'est le fil qu'on va suivre là, pour la présentation. Évidemment, la chaîne de titres, ça permet de remonter, de lister, si on veut, tous les propriétaires d'une propriété, mais ça permet aussi au passage de ramasser, de moissonner vraiment là, plein d'informations sur ben, les propriétaires antérieurs eux-mêmes, que ce soit parce qu'on s'intéresse aux personnes, à leur famille. Parfois, il y a des histoires familiales qu'on découvre au travers de ça aussi, donc ça a des liens avec la généalogie. On peut aussi découvrir de l'information sur les composantes bâties, leur évolution. Il y a parfois des informations sur le bâti. Des fois, c'est très succinct.
avec les bâtisses dessus construites, par exemple, ou plus détaillées, où on va, par exemple, décrire certains bâtiments, décrire différents bâtiments aussi, la maison, la laiterie, bon, toutes sortes d'immeubles, de bâtiments qu'on peut retrouver sur un immeuble. On va avoir de l'information parfois sur des modalités d'implantation de diverses occupations. Il y a une clôture qui passe à tel endroit, il y a un verger situé à tel endroit. Puis, en fait, ça va aussi nous permettre d'aller chercher d'autres sources là, pour un peu tisser une toile qui va permettre d'étendre la recherche. Ça peut ouvrir vers les greffes d'arpenteurs, vers des cartes et plans. Bon, il y a toutes sortes de sources qu'on va pouvoir venir. C'est comme une toile d'araignée, dans le fond, qu'on va tisser tranquillement pas vite autour de notre propriété. Pour éviter de me perdre dans la toile d'araignée, j'ai choisi aujourd'hui de partir d'un cas sur lequel on a travaillé là, il n'y a pas tellement longtemps. C'est la maison, il y a un an ou deux, là, sur la maison Éméril Pépin à Montréal. C'est dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles aujourd'hui. La maison est située au 7110, pardon, boulevard Gouin-Est à Montréal. C'est juste à côté de l'autoroute 25, en fait, un petit peu à l'ouest du côté de la Rivière-des-Prairies, qui est un ancien territoire agricole qui s'est urbanisé là, au 20e siècle. Puis, il y a cette maison située sur la propriété qui a été achetée par la Ville de Montréal il y a quelques années, puis pour laquelle il y a un projet de transformation là, qui est en cours. On voit la maison dans sa situation actuelle, dans son environnement actuel. C'est situé juste à côté d'un parc nature, puis en 2024, je crois, on a travaillé dans le cadre d'un avis archéologique sur cette propriété-là. Parce qu'on a justement fait une chaîne de titres. À l'époque, on n'avait pas la date de construction de la demeure. Puis c'était une des choses qu'on se demandait, quand est-ce que ça a été construit. Puis on voulait aussi avoir d'autres informations sur l'organisation des bâtiments. Fait qu'on a entrepris de faire une chaîne de titres. Pour la chaîne de titres, nos sources, les sources premières, c'est souvent les actes notariés. Là, je fais un petit aparté pour vous amener aux actes notariés. Parce que moi, j'aime bien comprendre qu'est-ce que je fais quand je fais de la recherche en histoire. Là. Je pense que tout le monde aime ça en général. Donc, la source première, c'est vraiment, c'est souvent les actes notariés. Donc, on va partir du contrat de vente, puis on va retrouver différentes informations là-dedans qu'on va colliger là, pour notre chaîne de titres. Le contrat de vente, on va retrouver une date, là, c'est passé à un certain moment. Ça met en jeu des parties dont on va retrouver les noms et qualités dans l'acte. On va avoir des informations sur l'immeuble. Et là, quand je parle d'immeuble, je parle d'abord du terrain et parfois, on a aussi des informations sur les bâtiments. On va parfois avoir des informations sur le type de propriété antérieure et le notaire éventuellement qui a passé, devant qui l'acte a été passé. Parfois, les informations sont très succinctes dans un acte de vente. On va dire que le propriétaire a acquis l'immeuble par bon titre. Ça, c'est le moment, c'est la déception quand on tombe là-dessus, là, parce que ça nous permet de remonter moins facilement. Mais il y a des moyens de contrôler ça. Puis, on va aussi avoir d'autres clauses, là, notamment sur les conditions de la vente, le prix, par exemple, s'il y a des servitudes, les dates de prise de possession, ce genre d'informations. Ces actes sont passés devant les notaires, ils sont conservés dans leurs archives. Les archives des notaires le fonds d'archives d'un notaire est appelé son greffe et chaque document original est appelé une minute qui est identifiée par un numéro unique, pas seulement la date, parce qu'un notaire peut, surtout un notaire prolifique, peut passer plus d'un acte par jour. Donc, on utilise les minutes pour identifier les actes. Ça, c'est des informations importantes à garder en note. Selon le cas, on va aussi avoir un index et un répertoire là, pour chaque greffe de notaire. L'index va nous permettre de retrouver les noms des personnes classées par ordre alphabétique et le répertoire va nous permettre de voir les actes dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont été passés devant le notaire. Et ça, c'est une manière de structurer un fonds qui est
quand même utile de comprendre parce que ces fonds-là, c'est des unités qu'on va retrouver à différents endroits. Alors, nous, quand on fait une gêne de titre, on va souvent chercher des actes notariaux. Où est-ce qu'on les trouve? Le plus souvent, parce qu'on s'intéresse quand même le plus souvent au passé plus ancien, si on veut, on va les retrouver dans les collections de BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y a 10 centres d'archives. Euh, pour consulter les documents notariés originaux, et là je parle bien des originaux, pas tout ce qui a été numérisé, microfilmé ou mis en ligne, là, mais vraiment les fonds d'archives originaux, c'est dans les centres d'archives de BANQ. On y trouve des actes qui sont consignés depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'aux années plus récentes. Puis, on va faire la recherche via le catalogue Ad Vitam. J'ai mis le lien, là, vous allez pouvoir y accéder directement. C'est les codes qui commencent par CN. Donc, on peut déjà aller dans la classe de fond, indiquer le nom du notaire dont on cherche l'acte. Puis, on va pouvoir consulter ce que BANQ détient sur ce notaire. Ça, c'est pour les plus anciens, puis la plupart du temps, notre recherche, elle va s'effectuer de ce côté-là. Par contre, comme on parle d'aujourd'hui puis qu'on remonte, il y a des actes, des greffes de notaires qui n'ont pas encore été versés à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales. Donc, il y a deux endroits où on peut en trouver, on peut les trouver. Si c'est très, très récent, ben, on peut aller chez le notaire lui-même, donc les études de notaire en exercice. Parfois, les notaires détiennent aussi, sont cessionnaires, détiennent des greffes d'autres notaires. Une étude notariale, c'est un peu un fonds de commerce, fait qu'il y a quand même un avantage pour les notaires à acheter des fonds d'autres notaires pour capter un peu le roulement de ce notaire-là. Donc, parfois, on a des fonds qui sont détenus par d'autres notaires. On peut les trouver, ces notaires, en consultant le tableau de l'ordre des notaires. Alors, pour des actes plus récents, ça peut être une option. Et là, je vous parle de ça, pas parce que c'est l'option la plus économique, consulter le notaire, vraiment pas, mais parfois, quand on tombe sur un acte notarié, ben, il y a des plans auxquels on fait référence dans l'acte, puis ces plans-là, on peut vouloir les consulter aussi, puis ils sont déposés en fait ils sont conservés dans l'étude du notaire. Fait que les cas où moi j'ai eu à consulter des greffes de notaire chez un notaire, c'est vraiment parce que je cherchais quelque chose de vraiment spécifique, un plan qui était annexé ou en fait, c'est essentiellement pour ces raisons-là. Parce qu'il y a des coûts, évidemment, ben, à moins que le notaire soit très, très gentil, mais habituellement, il y a des coûts pour les consulter. Sinon, une autre option, dans certains cas, quand un notaire part à la retraite ou quitte la profession, il va déposer son greffe au greffe de la Cour supérieure. Pendant une certaine période, les documents vont être conservés au greffe de la Cour supérieure. C'est des actes qui sont relativement récents. Là, on parle du 20e siècle. Puis, ils vont être conservés là jusqu'à l'expiration du délai prévu par le calendrier de conservation avant d'être versés aux Archives nationales. C'est un peu... ça finit par se retrouver aux Archives nationales, mais avant ça, on peut parfois avoir à les consulter au greffe de la Cour supérieure, puis on va le faire en contactant le palais de justice. Moi, ça m'est déjà arrivé pour une chaîne de titres à Sherbrooke. En fait, je cherchais à consulter un plan qui était annexé à une minute notariale. Puis le notaire était inactif. Il avait quitté depuis un certain temps, mais son greffe était déposé à la Cour supérieure de Montréal parce que c'est là que la majorité des actes avaient été reçus par ce notaire-là. Et en contactant la Cour supérieure, ben, j'ai pu consulter le plan. Fait que ça, c'était fort utile pour ma recherche. Puis en me préparant pour la présentation aujourd'hui, j'ai vu que maintenant, le greffe de ce notaire a été intégré aux archives de bibliothèque et aux archives de BANQ finalement. Fait que c'est selon le moment, la période dans laquelle vous faites votre recherche, ben, les réponses peuvent être différentes. Ça, c'est le document. On peut aussi consulter plusieurs ressources en ligne pour les actes notariés. Donc, la source première, là, puis une des sources premières, ça va être les archives, la collection des archives des notaires du Québec qui ont été numérisées par BANQ. Il y a plein de choses qui sont disponibles en ligne sur le site de BANQ. Là, vous avez tous les hyperliens, là, vous pourrez y accéder directement
en consultant le PDF là, de la présentation. Donc, euh, c'est des actes souvent qui sont numérisés au complet ou parfois on a seulement le répertoire ou l'index. Pour moi, c'était quand même important de vous faire la distinction. Là. Tout n'est pas numérisé à BNQ quand on cherche des notaires et tout n'est pas microfilmé non plus. Il y a aussi des microfilms qui sont disponibles sur place. Donc, juste comprendre, le fonds existe, une partie est numérisée ou microfilmée. Et il y a différentes plateformes qui permettent de consulter des actes, plus ou moins d'actes en fait. Il y a aussi Parchemin qui est intéressant pour tout ce qui date du 17e, 18e siècle, début 19e. En fait, on a des résumés d'actes avec les noms des parties, les dates, puis un résumé succinct, mais parfois c'est suffisant pour faire une chaîne de titres et différents sites de recherche généalogique là, qui permettent aussi de remonter dans les actes ou de consulter des copies ou même parfois c'est de préparer la recherche en fait qui va aller se poursuivre sur l'un des sites de BANQ par exemple. Puis la dernière source, c'est celle sur laquelle dont on va parler un peu plus, c'est le registre foncier du Québec en ligne qui permet de consulter, d'accéder à des transcriptions, parfois d'actes. C'est là où c'est important aussi de comprendre la différence entre la transcription et l'acte lui-même. Puis c'est notre source première, si on veut, notre source principale plutôt, pour faire une chaîne de titres parce qu'on y trouve de l'information sur toutes les transactions depuis 1840 à aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le point de départ, la voie royale, si on veut, pour accéder aux informations foncières. Je vais, pour comprendre aussi ce que c'est le registre foncier du Québec, le registre foncier du Québec, pardon, qui est maintenant disponible en ligne, pour moi, c'est important de parler un peu du système de publicité des droits. Les actes qu'on retrouve dans le registre foncier, ils ne créent pas de droits de propriété. C'est des actes privés, en fait, qui vont établir ces droits-là. Par contre, ils protègent les droits de propriété des citoyens. Jusqu'au début du 19e siècle, les transactions n'étaient pas publiques, ce qui occasionnait parfois, ce qui pouvait donner lieu à de la fraude. C'est vraiment pour assurer la protection des droits de propriété des citoyens que l'État a mis en place le système de publicité des droits, le système de publicité foncière, pardon. C'est l'époque où on crée les premiers bureaux d'enregistrement, au départ seulement sur une partie du territoire, là, dans le sud-est-ouest du Québec, là, Drummond, Sherbrooke, Stansted et compagnie. Puis, ça va être étendu à l'ensemble du territoire du Bas-Canada en 1841 avec l'ordonnance d'enregistrement. Donc, à partir de ce moment-là, tous les actes vont être enregistrés dans un bureau d'enregistrement. Puis, la loi prévoit que seul le propriétaire qui détient un titre de propriété qui a dûment été enregistré va voir son droit protégé et opposable au tiers. Donc, comme je disais, le système de publicité des droits ne crée pas de droits de propriété, mais il va servir à les protéger. Les droits vont naître en fait de la convention ou du contrat que deux parties vont signer entre elles. Depuis 1841, donc, toutes les transactions sont publiées dans le registre foncier et c'est divers documents. En fait, c'est un ensemble de documents, le registre foncier, maintenant accessibles. Au départ, c'est des documents papier qui ont été numérisés et maintenant qui sont informatisés et ça constitue le registre foncier. Puis il y a une interface maintenant qui permet de consulter ces documents-là. Puis ça nous donne de l'information depuis 1841, en fait. Et parfois un petit peu plus pour certains bureaux d'enregistrement. Alors, comment on fait pour faire une recherche dans le registre foncier? On peut passer plus qu'un dimanche après-midi faire une recherche dans le registre foncier. Donc aujourd'hui, on va juste faire quelques petites étapes, les principales si on veut, puis ensuite vous pourrez expérimenter de votre côté. Première chose à faire, ça va être d'identifier le numéro de cadastre, qui est notre clé pour pour aller naviguer dans le registre foncier. Ensuite, on va aller consulter l'index des immeubles, pardon, qui est notre
un peu notre porte d'entrée là, avec notre clé. On va regarder un acte, on va chercher un acte ensemble, puis on va consulter l'index des noms, qui est le plus ancien registre, si on veut. En fait, on va pas tellement le consulter parce que c'est un petit peu long à chercher dans l'index des noms, mais je vais vous le présenter pour que vous sachiez que ça existe. C'est le plus ancien registre un des plus anciens qui existe, puis qui servait à faire la publicité des droits, justement. Alors, première chose, on identifie le numéro de cadastre de notre propriété. Un cadastre, là, pour qu'on soit tous au même endroit, là, un cadastre, c'est un registre public, encore, qui va représenter sur un plan les propriétés foncières du Québec. Le cadastre a été créé en 1860 et c'est une représentation graphique, dans le fond, du territoire qui identifie chaque lot et sa situation aussi. Il y a un numéro qui identifie les lots, puis ça permet de les mettre en relation, dans le fond, avec les lots voisins. Et le numéro de lot va permettre c'est avec le numéro de lot qu'on va pouvoir retrouver les actes qui sont associés à cet immeuble, à cet immeuble-là, à ce lot-là. C'est notre clé commune là, pour consulter les différents documents. Où est-ce qu'on le trouve, le numéro de cadastre? Ben, sur le compte de taxe, c'est indiqué. On peut le trouver sur le rôle d'évaluation foncière des municipalités. C'est souvent, c'est disponible en ligne gratuitement. Il suffit d'entrer l'adresse sur le site web de la municipalité. Sur la carte interactive du registre, du registre foncier. Puis, on peut aussi le retrouver sur le site d'Infolo. Il y a une version gratuite, une version payante. Voyons, pardon. Si on va sur Infolo, puis on s'intéresse justement, on va prendre l'exemple de la maison Émeril Pépin. Donc, nous, on va aller sur Infolo gratuit. Et je vais trouver la chaîne. Ah, c'est tellement thématique, chaîne de titres. Alors, on a le territoire québécois au complet. On rentre notre adresse, 7110 Boulevard Gouin-Est. Et ça nous donne la localisation de notre propriété, la propriété qui nous intéresse. Là, je vous l'ai montré tantôt, là, c'est en zoomant, là, je vais garder ça simple, là, mais en zoomant, on peut voir les différents numéros de lot. Mais là, je sais qu'on est au bon endroit parce que c'est le bon numéro de lot. J'ai testé la chose juste à côté de la 25. Puis si on avance un petit peu, oups, je vais juste zoomer sans vous perdre. On voit la propriété là, qui apparaît. Puis si on zoome davantage, on va voir apparaître le numéro de lot. Donc, nous, on s'intéresse au lot 1 055 767, pardon. Donc, ça, c'est notre numéro de lot du cadastre du Québec. On le prend en note, puis ça va être notre clé d'accès pour le registre foncier. On va aller consulter l'index, on va aller consulter le registre foncier avec ce numéro de lot, l'index aux immeubles. J'espère que tout va fonctionner. Zut. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Oui, on voit bien. Parce que là, ça ouvrait. Je m'excuse. Je vais refaire. Alors, pour consulter l'index aux immeubles, on entre sur le registre foncier. Il faut se créer un numéro, un code d'utilisateur, mot de passe, pour tout ça. Là, j'ai beaucoup utilisé le registre foncier dernièrement, puis il enregistre des choses en cache. J'ai pourtant tout vidé, mais il y a quelque chose qui semble pas fonctionner. Puis on va aller chercher, on va dans consulter l'index des immeubles. Là, ça fonctionne, merci. Puis, on est dans le cadastre du Québec, parce qu'actuellement, c'est le cadastre du Québec qui nous occupe. On va indiquer notre numéro de lot et on va soumettre. Il faut savoir que le registre foncier, il y a des frais associés à la consultation. C'est 1 $ pour chaque consultation d'acte. D'ailleurs,
dépêchez-vous cet hiver si vous avez des recherches à faire parce que les frais vont augmenter au 1er avril. Je crois que ça va passer à 1,50 $. Donc, ouais, lâchez-vous là avant que les frais augmentent. Donc, on se met 1 $. Puis, le document va vous apparaître en format PDF ou électronique. Alors, juste pour la petite histoire, l'index aux immeubles, c'est un peu le répertoire là, de toutes les inscriptions qui sont associées au lot. Le lot 1 55 767, c'est un lot qui a été créé lors de la rénovation cadastrale qui a eu lieu là, depuis les années 90 jusqu'en 2024. On va y revenir. Et ce lot, il remplace d'autres parties du territoire, d'autres lots qui étaient existants avant. On a donc dans l'index des immeubles la concordance de ces lots. Ça nous permet d'identifier chaque unité de territoire. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que lorsqu'il y avait une évolution cadastrale, on ouvrait une nouvelle fiche d'immeuble à chaque fois qu'on créait un lot. Donc, l'index aux immeubles nous permet de retrouver la concordance pour aller rechercher ces différents lots-là. On peut aussi accéder à des plans. Là, je ne vais pas cliquer, je ne vais pas vous envoyer dans plein de pages différentes. Moi, ce que je fais toujours lorsque je consulte des actes sur le registre foncier, je me dépêche à imprimer et à sauvegarder les documents. Vous pouvez l'imprimer en PDF, comme ça, vous maximisez votre dollar. Puis, ça va vous le télécharger, dans le fond, en PDF là, sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir le consulter sans avoir à repayer une deuxième fois. Fait que, ça, c'est notre index aux immeubles. L'index des immeubles, c'est l'index qui est le plus couramment utilisé de nos jours. Ça nous permet de connaître qui sont les propriétaires d'un immeuble. Si je retourne là, je vous ai dit au début que la maison Émeril Pépin, elle avait été achetée par la Ville de Montréal il y a quelques années. On voit la transaction ici. Donc, une vente de ces personnes à la Ville de Montréal. Puis, on a la référence de l'acte aussi notarié, la transcription ou en tout cas l'inscription plutôt de l'acte notarié qui publicise la vente. Transaction qui a eu lieu en 2008. Donc, déjà, on a certaines informations dans l'index aux immeubles. On peut aussi aller consulter l'acte en cliquant sur cet hyperlien-là. Puis, si on souhaite remonter plus loin, on va utiliser les concordances pour remonter un peu plus loin dans le temps. Là, nous, si vous regardez bien, là, il y a 165-113-1, partie de 165-979, partie de 165. On se doute que tout ça faisait partie d'un plus grand lot numéroté 165 anciennement. Ce cadastre-là, le numéro de cadastre qu'on a cherché, il remplace différents lots qui faisaient partie du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies. Je vais faire un petit détour. J'espère que je ne vous les mélange pas trop, mais je vais vous faire un petit détour pour comprendre l'évolution du cadastre. Donc, le cadastre, la publicité des droits est créée en 1841 avec l'ordonnance d'enregistrement. En 1860, on crée le cadastre. Et depuis ce temps-là, le cadastre est en constante évolution. À chaque fois qu'une opération cadastrale est réalisée, que ce soit une subdivision, une resubdivision, un remplacement, il y a une nouvelle page d'index des immeubles qui est ouverte pour chaque lot créé. Là, ce qu'on a vu, c'était des inscriptions informatisées, mais anciennement, ça se faisait sur des registres à la main. Chacune des pages de ces index-là comporte une concordance, une information qui permet de faire la concordance avec le lot sur lequel le titre s'exerçait auparavant. Au fil du temps, ce système-là a créé plusieurs difficultés. Vous avez vu, tantôt, on avait parti de 165-113-1. Il y a des lots qui étaient des propriétés, dans le fond, qui n'étaient pas identifiées de façon unitaire. C'était difficile à suivre. Il y avait des anomalies aussi. Donc, la réforme cadastrale des années 90, elle cherche justement à corriger ça.
cette réforme-là, qui est aussi appelée la rénovation cadastrale, elle s'est terminée en 2024. Depuis 7 ans, les lots sont désormais là, représentés par un numéro unique à 7 chiffres, un numéro en millions. On fait référence au cadastre du Québec. Auparavant, il y avait un cadastre à peu près par municipalité, par paroisse, par canton. Et chacun avait un nom. On aurait cherché, par exemple, le cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies pour la maison Émerile-Pépin. Pour mieux représenter ça, la maison qui nous intéresse, là, elle est située en bordure du boulevard Gouin, qui est l'ancien chemin de ceinture de l'île de Montréal. C'est un ancien territoire agricole qui s'est progressivement morcelé, puis qui s'est urbanisé. Donc, on imagine qu'on avait les terres agricoles de forme rectangulaire, bon, un peu traditionnelle, comme on retrouve là, sur le long du Saint-Laurent. Ici, on a une représentation du lot 165 en 1879. C'est une carte de Hopkins pour l'île de Montréal. Il y a eu différentes opérations cadastrales sur ce lot-là pour différentes parties du lot. En 1938, oui, il y a une subdivision d'une partie du lot 165, la partie qui est plus du côté de la rivière des Prairies. Donc, il y a une carte qui est produite, un plan parcellaire dans le fond, qui est produit à cette occasion, qui résume l'opération cadastrale. Puis il y a un nouvel index, une nouvelle page de l'index des immeubles là, qui est ouverte avec les lots qui ont été créés à cette occasion-là, qui comporte un tiret, donc le 165-981. Et à partir de là, toutes les transactions qui affectent le 165-981 vont être indiquées sur cette page-là. Là, je saute des étapes là, pour aller plus vite. Ici, on a le plan de rénovation cadastrale de 1997 là, qui va réunir, si on veut, les anciens lots 165-112-1, 165-112-1, 165-113-1 partie. Donc, c'est une partie de ce lot-là. Parfois, c'était difficile d'identifier laquelle de partie. Et tous ces lots-là vont être réunis pour former le lot 1 767 000. On a aussi sur le plan parcellaire la superficie du lot, c'est écrit en tout petit, puis les dimensions de chaque limite du lot, si on veut. Donc ça, c'est un exemple d'évolution cadastrale, comment les lots peuvent être morcelés et remembrés éventuellement. Maintenant, comment on fait pour trouver des actes? Là, on a un index des immeubles qui nous permet d'identifier des actes. Alors, comment on fait la recherche dans ces actes, dans le registre pour trouver des actes eux-mêmes? On va consulter l'index aux immeubles. Tantôt, je vous ai montré la version informatisée. Donc, ça, c'est les données les plus récentes. Aujourd'hui, on n'écrit plus à la main, c'est informatisé directement. Mais si vous recherchez des lots pour lesquels il y a des inscriptions plus anciennes, il y a souvent une partie qui est numérisée, en fait. Pour le lot 165, par exemple, on a numérisé l'index les parties de l'index qui sont les plus anciennes. C'est un exemple que je vous ai donné, là. Ici, on a une subdivision. Le lot a été partiellement subdivisé en 1914. C'est donc la partie de l'index qui concerne la partie avant 1914 pour le lot 165 qui nous intéresse. Comment on fait pour identifier un acte sur l'index aux immeubles? On a les noms les colonnes sont assez explicites. Nom de partie, le titre de l'acte, l'enregistrement, donc le registre, le volume, la page et le numéro d'acte. Ça, c'est une information importante. Puis, différentes informations complémentaires là, qui sont associées. Nous, souvent, ce qu'on cherche, c'est des ventes ou des cessions. Là, je vais prendre un exemple simple, là, la vente. Donc, Pierre Pépin qui vend à Émery Pépin. Émery ou Émeril, là, l'homme était appelé, on voit les deux appellations là, dans les documents. Donc, il y a un acte de vente dans le registre D, volume 54, et c'est le numéro 82 759.
Donc, on va aller dans le registre foncier et je vais essayer de retrouver la page qui fonctionnait. Et cette fois-ci, on va aller dans la circonscription de Montréal, parce que là, on retourne, il y a plusieurs circonscriptions qui ont été créées là, en 1860. On va aller dans celle de Montréal. On va aller chercher le cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, parce que c'est le cadastre à l'intérieur duquel ce lot-là était situé. Puis, je m'excuse, je ne suis pas du tout dans la bonne chose. Je suis en train de chercher un index aux immeubles, mais moi, je veux consulter un acte. Fait que je m'excuse, là, je me suis perdue. Alors, circonscription foncière de Montréal toujours. Désolée pour ça. Montréal. Et mon numéro d'acte, si je retourne, c'est 82 759. Je vais chercher. Là, il y a plusieurs circonscriptions foncières. Vous pouvez trouver les informations sur les différentes circonscriptions foncières, les index, si on veut, ici, dans la marge. Puis, sur l'index aux immeubles, ça va être aussi indiqué dans quelle circonscription ça se retrouve. Là, je vous l'épargne et je vous dis que c'est dans Hochelaga, Jean-Cartier. On va aller chercher l'acte. Encore une fois, $1. Et on va pouvoir visualiser l'acte. Vous pouvez le télécharger. Là, il y a des boutons pour télécharger ici. Fait que moi, je vous conseille toujours de télécharger ou d'imprimer le document à chaque fois, la première chose. Comme ça, vous êtes sûr que vous maximisez votre dollar. Faites attention aussi parce que parfois, il y a plus qu'un document qui est disponible. Fait que des fois, on pense qu'il y en a juste un, mais des fois, il y a deux documents. Fait que essayez de penser à regarder toutes les choses là, sur l'écran, même si c'est plein d'informations au début. Nous, c'est des registres. On est vraiment devant un registre qui a été numérisé. Il peut y avoir plusieurs inscriptions différentes. Nous, on cherche le 82 759. Donc, on va passer sur le 82 758. Puis on va trouver celui qui nous intéresse un peu plus loin. C'est un enregistrement. Donc, c'est pour ça que c'est important des fois de distinguer l'acte lui-même de son enregistrement parce que les deux actions ne surviennent pas nécessairement en même temps. On peut passer chez le notaire le 1er novembre, puis aller déposer ou inscrire notre acte beaucoup plus tard. Parfois, c'est quelques jours, parfois, c'est quelques années aussi. Alors, si on s'intéresse au bâti, ça peut faire une différence, l'écart entre la date de l'acte et la date d'enregistrement. Fait que ça peut être intéressant de porter attention aux deux. Les actes, vous allez les retrouver, là, ça va être en français ou en anglais, là, selon le cas. Puis, c'est souvent manuscrit pour les actes. C'est toujours manuscrit, en fait, pour les actes les plus anciens. Donc, vous allez vous retrouver avec un acte de vente, une transcription d'acte de vente tout à fait classique. Aujourd'hui, le 21 décembre 1899. Par devant, Maître Joseph-Augustin Odilon Labadie, notaire public. Donc, on identifie le notaire, on identifie la date de l'acte. Là, il y a plusieurs formules. On comparu Félix Pépin, fils cultivateur, qui réside dans la paroisse de Saint-Joseph de la Rivière-des-Prairies, dans le comté d'Hochelaga, lequel vend, cède avec garantie de droit à Émery, alias Émeril Pépin, son frère, cultivateur du même lieu, à fait présent et acceptant. Puis là, on va avoir la désignation de l'immeuble qui est vendu. Alors, juste à votre attention, l'acte est passé le 21 décembre 1899. Il est enregistré le 16 janvier 1900 à 10h41, je pense, en avant-midi. Donc, il y a quand même un petit délai là, entre l'acte lui-même et l'enregistrement. Là, ça nous fait beaucoup d'informations. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de consigner ces informations-là quelque part. Parce que moi, la première, là, c'est partir sur la trace, faire une chaîne de titres. Donc, on a envie d'aller vite des fois, puis il faut que je me retienne un petit peu, là. Fait que avec le temps, là, je me suis développé un fichier qui permet
de consigner les différentes informations. Je pourrais vous envoyer le modèle aussi, là. C'est rien de sorcier, puis c'est sans doute pas la seule façon de faire, mais c'est une manière qui me permet d'ordonner, de classifier l'information pour garder le maximum de détails, puis m'y retrouver un peu dans les actes. Fait que je vais inscrire la date de l'acte en ordre chronologique du plus récent au plus ancien pour chaque lot que je vais retrouver à l'index des immeubles. Je vais indiquer la référence complète de la source. Donc, si c'est tiré du RFQ, toutes les informations qui me permettent de citer correctement ma source, ou si c'est tiré d'un greffe de notaire, ben, les informations qui me permettent de retrouver l'acte. L'objet de l'acte, concession, échange, donation, bon, il peut y avoir plein de choses. Les parties, moi, je les sépare souvent avec des petites astérix là, parce qu'une partie, en fait, peut comprendre plusieurs individus. On peut avoir des sociétés aussi comme partie. Donc, ça permet de bien les distinguer. Puis des fois, quand on lit le manuscrit, ben, moi, j'ai besoin de les écrire pour comprendre c'était qui, là. Dans les affaires d'héritage un peu complexes, il y a souvent plusieurs personnes. Les épouses sont nommées, mais on nomme aussi les personnes qui sont responsables d'elles. Donc, ça fait beaucoup de noms, puis c'est difficile de s'y retrouver. Moi, ça m'aide à séparer les personnes. Je vais aussi transcrire des repères spatiaux. De quoi on parle? Parce qu'on n'a pas toujours, c'est le numéro 165 qui est l'objet de la transaction. On va plutôt parler, par exemple, d'un terrain qui est une partie du lot 165, qui est borné par telle personne au nord, par telle personne à l'est, bon, et ainsi de suite. Donc, ça permet d'avoir un peu d'informations. Vous pouvez aussi noter les informations sur le bâti. Qu'est-ce qu'il y a sur la maison? Parfois, on va détailler certains éléments. D'autres fois, on n'a pas grand-chose. Puis, s'il y a des mentions de plans, ben, je vais les noter aussi pour pouvoir aller les récupérer au besoin. Et toute autre information utile, parmi les informations utiles, ben, il y a les propriétaires précédents ou le notaire, la minute du notaire qui a instrumenté pour la vente précédente. Donc, et je fais ça pour chaque lot. Lorsque je m'intéresse à une propriété qui est composée de plusieurs lots, je vais faire ça pour chacun des lots. Ça, souvent, ça nous permet de remonter le registre foncier, là, utilisé comme ça nous permet souvent de remonter assez facilement jusqu'aux années 1870, 1860 et un petit peu au-delà. Par contre, parfois, c'est un petit peu plus compliqué pour la suite. Et c'est pour ça que je voulais vous parler brièvement de l'index des noms. L'index des noms, c'est un des premiers registres qui a été utilisé là, pour faire la publicité des droits. Il a été mis en place avant la création du cadastre en 1860. Avant qu'on crée le cadastre, avant qu'on ait ce plan qui nous permette d'identifier par des numéros les lots, ce qu'on faisait, c'est qu'on inscrivait sur un registre les actes selon les noms des parties en ordre chronologique. C'est assez difficile. Il faut de la patience pour chercher dans le registre des noms, dans l'index des noms, pardon, parce que c'est classé par ordre alphabétique, mais comme vous voyez, on a des Desormeaux, Dion, Desjardins, de toute une série de Desjardins, mais un Dagenet, c'est les lettres, en fait, qui sont indiquées, la première lettre du nom. Puis, on sait, ici, on a Desjardins Toussaint à Desjardins Ismaël. Puis ça va nous indiquer la même chose, là, le registre, la page et le numéro. Ici, c'est une vente. Ça nous dit peu de choses sur l'immeuble qui est vendu. Ça nous dit des noms de parties. Vous pourriez aussi aller chercher, on le voit juste en dessous, là, comme les deux s'appellent, ils ont le même nom de famille, ben, on a Desjardins Ismaël de Desjardins Toussaint. C'est comme l'inverse. Lorsque les noms sont différents, on peut retrouver dans des sections différentes du registre les noms. Alors, parfois, lorsque on doit travailler sur la période 1840-1860, l'index des noms devient utile à consulter. Mais c'est ça, la recherche est un petit peu plus longue que dans l'index des immeubles.
parce que le numéro de lot n'est pas directement indiqué. Ça nous permet de remonter jusqu'à 1840. Après, ben, on a les greffes de notaire qui vont nous permettre de remonter encore plus. Il y a d'autres documents aussi qui peuvent être utilisés. Pour Montréal, on a un papier terrier. Ça communique aussi avec des greffes notariées. Je ne vais pas entrer dans le papier terrier puis dans toutes les autres sources aujourd'hui parce que ça fait beaucoup à absorber d'un coup. Mais si vous souhaitez aller plus loin, j'ai rassemblé quelques informations. Il y en a plein des informations qu'on peut trouver. Mais pour l'utilisation du registre foncier, ben, si vous êtes novice dans le registre foncier, sachez que bon, la page clientèle du registre foncier va vous donner plein d'informations sur le registre lui-même, bon, comment les nouvelles fonctionnalités, bon, tout ça. Puis il y a aussi une formation, une initiation au registre foncier qui est proposée. Puis ça peut être intéressant parce qu'il y a des vidéos, si vous ne savez pas où cliquer, comment faire. Ça, c'est la ressource que je vous conseille. BNQ a fait une page aussi qui s'appelle Retracer l'historique d'une propriété. Puis, ce qui est bien, c'est que ça ouvre vers d'autres ressources de BNQ, des ressources complémentaires qui sont conservées à BNQ, mais ailleurs aussi. Ça peut être un endroit intéressant là, pour poursuivre. Le site web de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie a aussi une page dédiée aux archives foncières, pardon. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça met succinctement en contexte les différentes sources qu'on peut utiliser, notamment les sources pour tout ce qui est la période 17e, 16e, pardon, 17e, 18e siècle. Puis, pour Montréal, il y a un site aussi qui ouvre vers d'autres types de sources. Le site Lire ma ville, il y a plusieurs sites, là, mais celui-là, c'est un exemple qui propose une abondance de ressources en ligne. Ça permet de faire le pont aussi avec les plans d'assurance incendie, les annuaires municipaux, les périodiques qui annonçaient les ventes. Donc, on peut vraiment tracer une toile autour de la chaîne de titres là, pour vraiment documenter plus largement une propriété ou les immeubles sur la propriété. Voilà, j'ai déjà trop parlé, fait que j'arrête ici. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vous laisse mes coordonnées. Et là, ben, la parole est à vous, en fait. Excellent. Pour faciliter les choses, parce que vous êtes tout de même 37 en ce moment avec nous, vous avez au bas de la page de Zoom un bouton réagir et là-dedans l'option lever la main. Alors, ça facilite les choses ou sinon vous pouvez écrire dans le fameux chat aussi. C'est deux façons là, de procéder. Je vais pouvoir m'occuper de ça. Oui, Michel Roy, vous avez la parole. Ah, Michel, votre micro est fermé. Euh, on va voir. Est-ce que c'est de notre côté, peut-être le problème? Bon, on va aller s'assurer que Michel a accès à son micro. Euh, Là, ça semble pas fonctionner. Là, Michel, si tu peux pas partir ton micro, on pourrait passer peut-être à une autre question en attendant. Personne d'autre? Vous êtes tous gênés? Ça faisait beaucoup d'informations, Oui, ça faisait peut-être? beaucoup, hein. Il fallait que je me dompte. Ah, Madame Caro, la parole est à vous. Oui, merci. Je vais ouvrir ma caméra, ça va être un peu plus sympathique. Merci beaucoup, Madame Allard, pour la présentation très détaillée. Je retourne vraiment au tout début quand vous avez parlé que vous alliez dans les palais de justice ou pour consulter certains actes. Est-ce que c'est une action, est-ce que c'est public? Est-ce que n'importe qui peut faire cette demande-là ou il faut prouver la raison pourquoi on demande l'accès à certains actes ou des choses comme ça? Moi, je l'ai fait en toute simplicité, je dirais. Je ne l'ai pas fait énormément de fois, mais j'ai appelé au greffe des notaires et j'ai simplement posé la question, voici, j'aurais besoin de contacter, de consulter tel greffe. Selon ce que je trouve sur la page de l'Ordre des notaires, ce serait conservé à la Cour supérieure.
Pouvez-vous m'aider? Et avec délai, j'ai obtenu une réponse. Délai étant moyen, long? Ben, étrangement, c'est parce que je me rappelle c'est quand même urgent, là. D'habitude, quand on fait des mandats, on n'a pas tant de temps que ça. Fait que je parle de moins d'un mois, OK, merci. ce qui est quand même bien. Parfait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mains levées. Parfait. Si, ben d'abord, je vais continuer moi avec une question. Si une personne commence toute cette démarche-là et n'en arrive pas au bout de ses peines, n'arrive pas à se retrouver, sait plus quoi faire, euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'aide? Est-ce qu'ils appellent directement la Fédération québécoise des sociétés de généalogie ou à l'usine Histoire ou à Banque? BNQ peut aider. Moi, je conseillerais chose que je n'ai pas faite. Alors, au départ, moi, j'ai commencé à rechercher dans le registre foncier sans suivre les formations du registre foncier. Quelqu'un m'avait expliqué un peu comment ça marchait, puis je suis allée là-dedans, puis j'ai un peu compris par moi-même. Euh, Par contre, j'ai l'impression que ça m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre certaines choses simples. Fait que je conseillerais la petite formation juste pour comprendre quels sont les ressources disponibles sur le site du registre foncier, qu'est-ce qu'elles contiennent et comment les utiliser correctement. Il y a des formations qui sont proposées aussi j'en ai déjà vu, il me semble, c'est par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie qui en offre. Oui, OK, on me fait mes pouces en l'air. Alors, oui, il y en a. Puis, registre foncier, j'ai jamais communiqué avec eux pour des recherches ponctuelles. Là, peut-être que des gens ont de l'information différente. J'ai l'impression qu'ils vont nous aider à utiliser la plateforme, mais ils ne vont pas nous aider dans les recherches spécifiques. Puis BANQ, ben, parfois c'est intéressant là, pour tout ce qui est actes notariés. Là, il y a plein d'autres actes aussi dont je n'ai pas parlé, des ventes aux enchères de shérif, des sentences sur les citations, tout ça. C'est des choses pour lesquelles on peut interpeller le personnel de BANQ qui va nous aider à nous y retrouver. Puis parfois, c'est moins long, en fait, moi, je trouve, aller faire la recherche directement dans les locaux de BANQ parce qu'on peut consulter les actes directement. Ça, c'est gratuit, à la différence de chaque fois le dollar du registre foncier. Puis, on a accès aux documents. Quand on regarde souvent c'est par microfilm, on va regarder les microfilms d'abord, puis on va aller chercher l'acte original quand on a besoin d'un plan ou autre chose. Puis ça se fait quand même vraiment rapidement, là, du moins pour Montréal. Fait que ça vaut la peine. Puis les gens de la NQ, ben, ils connaissent leur fond. Là. Ça fait que vous pouvez poser des questions. Il y a du personnel sur place. Là. Ça fait que moi, je commencerai par là. Vous pouvez toujours contacter. Là. C'est sûr que quand on a des demandes vraiment précises, faire une chaîne de titres, il faut comme un peu faire l'exercice au complet là, pour être capable de se dépatouiller. Fait que ça dépend de c'est quoi la teneur de la question. Mais moi, je suis tout le temps curieuse parce que tu sais, on frappe des murs des fois. Puis là, c'est là où ça devient, ben, soit, ben, c'est une déception, mais en même temps, c'est un peu là que le fun commence, je dirais, parce que il faut trouver le moyen de contourner. Tu sais, quand quelqu'un vend sa propriété et dit qu'il la détient par bon titre, ça, c'est à la fois fâchant, puis c'est le petit défi, là. Des fois, on va pouvoir consulter le répertoire du notaire. Tu sais, quand on est en milieu rural, par exemple, ça vaut la peine. Il n'y a pas tant de notaires que ça, fait qu'on peut essayer de retrouver. Ça dépend toujours, c'est quoi votre délai, puis votre patience pour rechercher, pour contourner ces écueils-là. Parfait. Je crois Oui, Michel a réglé son je, micro. je pense que je l'ai trouvé. On Euh, t'entend. OK. Alors moi, j'aimerais savoir, quand je travaille dans le registre foncier et qu'on m'envoie au livre de renvoi, Oui. comment on fait pour trouver le livre de renvoi? Ben, souvent, quand vous allez, si vous cherchez votre index aux immeubles, Oui, euh, le livre de renvoi, en fait, vous pouvez télécharger. En fait, d'habitude, je le fais devant mon écran, fait que là, j'ai les aides. Le livre de renvoi, en fait, le plan,
je vais faire ça dans l'ordre. Le cadastre est composé de deux éléments. Le plan cadastral, donc la représentation graphique qui montre la parcelle située par rapport aux autres avec son numéro de lot, et Oui. le livre de renvoi qui contient la description générale du lot avec, ça c'est un texte en fait, pour chaque lot du cadastre d'origine ou du Il faut peser sur quel onglet? plan cadastral. J'irai chercher le plan cadastral, puis c'est souvent, vous téléchargez le plan de votre, mettons que vous cherchez Oui, le lot 96 oui. de la paroisse de Rivière-des-Prairies. On peut peut-être le faire, en fait, on va le faire ensemble. Si je repartage mon écran, partager, puis que je vais chercher, là, je suis dans, donc je veux consulter un plan cadastral. Je sais, moi, qu'on a le lot 165. J'allais dans Montréal, cadastre de Rivière-des-Prairies, puis le lot 165. Le plan originaire et le livre de renvoi, ça va vous donner Ah, le plan OK, d'origine et le livre de renvoi, parce OK. qu'il est un peu caché, dans le sens où c'est les deux OK. documents, là, souvent, dont je parlais tantôt. On va attendre les 3 minutes. Donc, le plan originaire, ça va être le plan lui-même. Puis, Mhm. si vous imprimez ça, il y a un deuxième document ici, là. Ah, OK. Ben, on va le faire ici. Livre de renvoi. Moi, je m'intéresse au numéro 165. Là, Mhm. c'est là où, tantôt, je disais, là, il y a un deuxième, des fois, il y a plus qu'un document, là. C'est ici qu'on va le voir. Mhm. Oups! Euh, Fait que là, si vous imprimez, ça télécharge en PDF. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne manquez pas le deuxième document. Puis, ça va vous créer un énorme PDF, mais vous allez avoir le lot 165 et la description écrite, ainsi que toutes les opérations cadastrales. Là. Parfois, il peut y en avoir beaucoup, là, ça devient un peu illisible, là, mais c'est ça le livre de renvoi, en fait. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Arrêtez le partage. Voilà. Ah, oui, Monsieur Jean. Oui, Allô? bonjour. Euh, Bonjour. on indiquait, vous avez parlé de la disponibilité éventuelle d'une version PDF de votre présentation. Oui. Euh, J'aimerais avoir deux informations. La première, moi, c'est la première participation que j'ai à un Zoom avec Maison ancienne du Québec. Comment ça procède? Comment on doit procéder pour pouvoir obtenir ce PDF? Et la deuxième, la rencontre est enregistrée. Est-ce que ça implique qu'on puisse revenir et réécouter cette présentation? Comme c'est aussi ma première participation à une rencontre virtuelle de l'APMAC, je vais renvoyer la question à Michael. Oui, donc Julie, si tu veux partager de la documentation, tu peux simplement les envoyer à Gabriel, puis on va s'occuper du partage aux participants. Pour ce qui est de la vidéo elle-même, on la met en fait, il y a un lien à partir de notre site web qui mène à le compte YouTube, en fait, de l'APMAC. C'est aussi simple que ça. OK. Merci. Parfait. Dans le chat, Madame Cloutier nous demande, bonjour, si on n'habite pas la région de Montréal, est-ce que nos registres se retrouvent quand même à banque, à BAN? Les, les registres, en fait, ils vont être... on parle de quel registre? En fait, les archives notariales, par exemple, si on habite à Sherbrooke, nos archives notariales peuvent être conservées à BNQ Sherbrooke, les greffes de notaire. Le registre lui-même, le registre foncier du Québec est disponible en ligne. Alors, tout ce qui était conservé dans les bureaux de publicité des droits, autrefois appelés les bureaux d'enregistrement, c'est disponible en ligne là, maintenant. Fait que vous pouvez les retrouver sur le site web du Registre foncier du Québec. Puis, ouais, ça dépend de quel registre on parle. Parfait. C'était pas précisé, mais je pense que tu as quand même bien répondu à la question. Donc, non, même si on n'est pas à Montréal, là, on peut aller consulter. Registre foncier, c'est pour toute la province. Ouais.
Excellent. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je ne vois pas de main levée pour Puis, l'instant. juste pour compléter, peut-être dans la collection des archives numérisées de BNQ, il y a plein de choses qui sont numérisées pour tout le Québec, là, pas seulement pour Montréal. Fait que des fois, on peut trouver, ben, en fait, souvent, on trouve des choses dans d'autres régions du Québec. Là, c'est pas juste des archives de Montréal, des notaires de Montréal qui ont été numérisés, là. OK. Parfait. On a d'autres questions Oui. qui sont apparues. Alors, on a parlé du terme de radiation tout à l'heure dans le registre. Qu'est-ce que ça veut dire, une radiation? Bon, ça, c'est la partie où moi, je suis moins à l'aise, là, mais les radiations, c'est qu'il y a ma compréhension, puis là, j'invite ceux qui sont, qui ont une plus grande connaissance à réagir aussi. Il y a des mentions, par exemple, il y a des hypothèques, il y a des hypothèques qui ne sont pas encore complètement payées. Il y a des choses des droits qui sont exercés sur certains lots. Mais tout ça évolue dans le temps. Alors, lorsque l'hypothèque est payée, par exemple, on peut radier l'hypothèque. C'est ma compréhension de la chose. Parfait. Madame Cloutier, elle précise que sa question plutôt à propos du registre, c'était surtout pour 1860 et avant. Mais de ce que je comprends, c'est aussi sur le registre, mais c'est possible qu'on soit obligé de passer par l'index des noms. Oui, c'est ça. L'index des noms, il va être classé par, là, il faut trouver la division, la circonscription foncière, puis les années qui vous intéressent. Puis là, on va vous présenter, en fait, quand vous allez faire la recherche, on va vous présenter différents registres. Vous sélectionnez l'année dans laquelle vous pensez que ça se trouve. Puis là, vous allez avoir l'index des noms, là, ça va vous donner un immense document, assez peu digeste, disons-le. Puis, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin des fois, mais pour vrai, ça vaut la peine. Moi, ça m'a permis à plusieurs occasions de résoudre des chaînes de titres euh, que je ne pouvais pas résoudre autrement. Là. Ça me donnait accès à une vente entre mes deux personnages que je soupçonnais. Puis, ça m'a permis de remonter. Puis, des fois, tu sais, c'est juste un coup de pouce, puis après, on continue dans les actes notariés, puis là, ça va bien. Parfait. On va prendre les deux dernières questions ici. Nous avons Monsieur Plumpton. Oui, bonjour, Michel. J'ai une question aussi de Nicole Simard, qui est ma conjointe, qui m'a dit qu'apparemment en 1741, dans notre village, le bureau de notaire a brûlé. Alors, les documents ont été perdus. Est-ce qu'il y avait d'autres documents avec le paroisse? Peut-être, je ne sais pas. Et un autre aspect de cette question, avant 1841, quand vous avez mentionné, Madame Allard, qu'il y avait une genre d'organisation des données, qu'est-ce qui existait avant? Il me semble un peu paradoxal que dans les petites communautés vers 1700, 1750, nombraient peut-être 2000 personnes ou 5000 personnes, c'est drôle qu'on n'a pas assez d'indications de ce qui existait propriété à acquis. Euh, voilà, c'est une question, comment procéder avant 1841? Ben, avant 1840, il y a quand même des documents fonciers là, qui permettent de comprendre qui est où sur le territoire, à qui appartiennent les différentes parcelles. On Mhm. peut passer au papier de terrier des seigneuries. Les seigneuries vont souvent avoir un terrier, en fait, qui est un livre il y a parfois une représentation graphique de ça, parfois pas, Ouais. parfois c'est juste des numéros. Il y a des numéros de terrier qui existent puis qui permettent aux seigneurs d'enregistrer. Les papiers terriers, ils vont servir à enregistrer si les censitaires, si les censitaires payent leur dû, si on veut, là. Ils ont des droits à payer à différents moments, là. Fait qu'on va enregistrer ça. Et souvent, dans ces papiers-là, on va retrouver des indications, en fait, d'où la personne tient sa terre. Et parfois, ça permet de remonter jusqu'à la concession initiale d'une terre ou d'un immeuble par un seigneur, par exemple. Mhm. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est des documents qui sont plus anciens. Souvent, c'est des abréviations. Fait qu'il faut connaître un peu la paléographie pour s'y retrouver. C'est des documents de travail. Les gens à l'époque essayaient de maximiser leur papier. Alors, c'est pas toujours facile à lire parce que c'est tout petit. Il faut connaître la paléo pour s'y retrouver. Puis, c'est parfois
nous, on a accès souvent à des versions numérisées ou microfilmées. Puis c'est pas toujours facile à lire, mais c'est possible de retrouver de l'information là-dedans. Pour Montréal, il y a eu différents terriers, là. Il y a eu 2 terriers pour l'île de Montréal. Puis on a des cartes, des plans, en fait, de terriers avec des numéros. Là, la difficulté après, c'est de faire coïncider le numéro de terrier avec le numéro du cadastre parce que c'est pas les mêmes numéros. Mhm. Mais on va utiliser, c'est pour ça qu'on va passer par les actes notariés. Là, on connaît qui est la personne, la situation, on connaît la situation de la terre, puis les tenants et aboutissants, donc les voisins et tout. Fait qu'en croisant toutes ces informations-là, on finit par retrouver qui est le propriétaire là, avec les terriers. Mais il y en a des représentations graphiques qui existent pour les périodes antérieures. C'est juste pas des représentations qui étaient publiques. Le papier terrier, il n'était pas disponible pour tous les citoyens comme le registre foncier l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut consulter ça dans les archives, mais ce n'était pas des documents qui étaient publiés. Même chose pour les actes notariés, c'est pas des choses, ça existait, mais ce n'est pas des actes qui étaient conçus pour être mis sur la place publique comme le registre foncier l'est, en fait. Puis, il y avait 2 volets à votre question, mais je pense que j'ai oublié le premier. Le Well, bureau qui a brûlé. oui, Oui. oui, le brûlé, peut-être c'est le brûlé. On ne sait pas si c'est un notaire qui était affilié avec notre propriété ou non. Mais Mais on présume que oui. Dans le temps, il n'y avait peut-être pas beaucoup de notaires. Ouais. Euh, Euh, ouais, là, j'ai pas de. non, mais J'ai pas de. J'ai on pas peut, beaucoup d'options, là. peut-être il faut avoir confiance qu'il y a une moyenne pour transférer ça à un autre niveau. Il n'y a pas possibilité de court-circuiter le long acte, de passer d'acte par acte, en commençant par aujourd'hui, en allant vers le temps antérieur. On ne peut pas aller trouver des informations qui existaient de la seigneurie ou quelque part à cette époque-là, ancienne, plutôt qu'avoir besoin d'aller en commençant par les bails d'aujourd'hui, l'hypothèque d'aujourd'hui. Ben, en fait, parfois, oui, là, si c'est des immeubles qui sont très connus, je sais pas, moi, une maison seigneuriale, ou il y a des immeubles qui Oui. sont plus importants qui vont avoir tendance à être notés plus souvent dans les documents, puis pour lesquels on hésite moins. Par contre, quand on court-circuite, des fois, parce qu'on n'est plus sûr de d'où on est là, sur le territoire. Tu sais, quand on est en il y a des propriétés qui sont assez stables dans le temps, là. Une propriété agricole qui reste agricole pendant Mhm. un certain temps, ben, peut-être que les limites n'ont pas bougé tant que ça. Dans certains cas, c'est très morcelé, puis il y a des petits bouts qui partent ici et là. Fait que nous, quand on fait les chaînes de titres, ça arrive souvent que c'est pour documenter du bâti, pour essayer de trouver une date de construction pour un immeuble. Puis c'est bien de pouvoir suivre la propriété, mais ça ne nous dit pas où est la maison sur cette propriété. Fait que c'est là où c'est Oui. important de suivre les limites de la propriété parce que si la maison sur une terre agricole, par exemple, elle est située comme la maison Emery-le-Pépin, elle est près de la rivière des Prairies, que la partie au sud soit vendue, si on s'intéresse au bâti, c'est un moindre mal, là. Mais si on n'est pas sûr d'où se situe la maison, ça peut devenir difficile. Fait que c'est pour ça que oui, on peut court-circuiter des fois, mais on peut augmenter le risque de se tromper Oui. dans Oui. l'opération, là. Julie, Sûr. Oui. tu as soulevé le terrier, vite, vite comme ça, un terrier, on trouve ça où? C'est-tu à BNQ aussi? Ah Il y en oui. a les archives de la Ville de Montréal, on va trouver les terriers dans les archives de la Ville de Montréal, là, les plans puis les documents là, qui sont associés. Fait que ça, on peut le trouver aux archives. On peut trouver à BNQ les papiers terriers des seigneuries aussi en faisant une recherche dans Ad Vitam. Euh, il y a des papiers terriers. Tu sais, le régime seigneurial, ça s'est étiré longtemps au Québec. Il y a des papiers terriers qui sont sans doute conservés encore dans les anciennes familles seigneuriales. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu plus éparpillé, là, si on veut, les archives.
Mais il y a beaucoup de choses aux Archives nationales, évidemment, là. C'est un peu le passage incontournable. Pour Laval, il y a les prêts du séminaire. Je fais une erreur bête? En tout cas, le séminaire de Québec conserve aussi la documentation pour les Jésus. Puis c'est aussi conservé en microfilm. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller aux archives à Québec. La Société d'histoire de l'île Jésus, le Centre d'archives de Laval a aussi plein d'informations en microfilm tirées de ces archives-là. Ouais. Excellent. Madame Caro, dernière question En de la fait, soirée. c'est juste pour ajouter un petit commentaire par rapport à la radiation. Fait qu'il y avait une dame qui avait une question. Donc, la radiation, c'est global pour annuler quelque chose. Fait que l'exemple que vous avez donné, qui est très bon, quand il y a une hypothèque qui est payée, elle n'existe plus, donc on radie. Mais ça sert souvent aussi pour, quand il y a des divisions de terre, ben là, c'est plus les mêmes chiffres. Fait qu'on fait une radiation, on annule cette obligation. Ou s'il y a des changements de servitude, on va faire aussi une radiation pour annuler les chiffres. Fait que souvent, je dirais que 80% des radiations qui sont inscrites sont plus ou moins intéressantes. C'est juste pour dire qu'il y a eu des modifications et des subdivisions du cadastre ou des annulations d'hypothèques parce qu'elles ont été payées. Tu sais, ça sonne, ils ont été radiés, mais c'est juste une opération notariale pour dire que ça existait avant, ça n'existe plus, c'est remplacé par autre chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Caro. Alors, merci à tous d'avoir participé en grand nombre. Et je crois que, Madame Allard, vous avez très bien ouvert la saison des rendez-vous du dimanche. Et pour cause, on a des gens qui continuent de poser des questions à 5h15. Alors, je pense que vous avez réussi votre pari là, de retenir l'attention de tous. Il faut pas hésiter, tout le monde, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les écrire, soit directement là, à l'APMAC ou à Madame Allard via l'usine d'histoire. Mais je crois que peut-être ce serait mieux à travers l'APMAC pour pas gonfler inutilement la boîte courriel de l'usine à histoire. Et puis, n'oubliez pas de regarder nos prochaines conférences, nos prochains rendez-vous du dimanche et de vous inscrire. On vous promet une belle programmation cette année. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci pour les informations aussi, Madame Caro. Apprécié. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.